Bonjour, je m'appelle José Briceño et je veux parler de la République et de Platon. La République est un des livres les plus importants de Platon. Le livre exprime beaucoup d'idées philosophiques et dispose de 10 livres dans que les personnages parlent sur la justice, les hommes et son rôle dans un état idéal. Les personnages comme Socrate et Thrasymachus, etc., ils parlent de les principes par une personne capable dans un pile qui apprend avec la nature et par laquelle ils ont fait. La justice est, est un de les thèmes plus parlés dans le livre. Et les différents personnages prennent divers et distinctifs idées sur quoi est la justice. Par Socrate, la justice devrait être la représentation de la réalité, sans prendre en partie ou autre. Concept qui exprime très bien la philosophie et le caractère que les personnages démontraient durant le livre. Et Socrate aussi parle sur l'importance de l'éducation et comme devrait être équité pour tout le monde, hommes et femmes. Les différentes idées et opinions dans chaque conversation nous aident par prendre nos conclusions personnelles et voir les contrastes entre ce qui est bon par uns et mal par autres. Et comme c'est peut utiliser par créer un concept universel et qui est positif par tous. La République est une belle œuvre qui influence les penseurs durant l'histoire et la philosophie par toujours. Et maintenant, je veux parler un peu de la politique d'Aristote. Les politiques d'Aristote est un livre qui a influencé l'organisation de la vie collective de personnes de l'Ouest et exprime un perspective différente à la République. Et dans ce livre, nous pouvons trouver les idées philosophiques qui devraient composer un politicien en fonction ou en accord avec le contexte du texte. Entre les idées dans le livre, nous trouvons le concept que l'homme est un animal politique parce que vient et peut exprimer un dialogue dans les lignes intellectuelles. Par Aristote, c'est une raison importante pour croire que l'on a un objectif pour organiser la vie de manière pacifique et en harmonie. Autre de les idées dans le texte est polémique parce que Aristote parle sur le fait que quelques-uns sont inférieurs naturellement. Et celle est la raison, est la raison que l'esclavage se passe en la vie de quelques hommes. Et par cette explication, il y a une théorie, nous pouvons dire, qui exprime comme les hommes qui nous sont propriétaires de humains sont condamnés à être propriétaires d'autres hommes. Et par Aristote, l'homme qui est libre peut décider de manière rationnelle sur les choses qu'il-même et autres proposent. Aussi, agir en conséquence. Il est, il est également, il est également important de mentionner qu'il existe une idée préétablie selon laquelle les classes sociales sont constituées en fonction de la nature de chaque individu et non de la naissance. En résumé, on peut déduire de ce livre que la politique est l'art de gouverner les hommes avec le consentement. Le Éthique à Nicomaque d'Aristote. Ce livre parle de la conduite idéale de l'homme. Dans le livre, nous trouvons les idées qui expriment le fait que toutes les choses sont enfants correspondant à son existence. De ces principes, se commence à rechercher les objectifs de l'humain. Il y a un nature par chaque personne qui doivent respecter pour obtenir le bonheur et la sensation de réalisation. Pour Aristote, le bonheur est le fond la fin qui tout les hommes recherchent. Naturellement, et tout violent exprimant ses idées, sentiments, pensées, etc. dans une manière de vie qui produit
exprimant les milieux de l'homme. Aristote indique qu'avant trouver l'évolution individuelle, parce que chaque personne peut être de chaque personne peut être. Mais aussi indique que la vraie bonheur se trouve en la bonheur collective, qui aussi parle sur les politiques et comme de vraies recherches faire le bien de manière égalitaire. Dans le livre, nous trouvons la question, la réflexion sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Et Aristote parle sur les bonnes choses que chaque individu recherche avec le fond de trouver la félicité. Selon Aristote, les seuls biens que l'homme peut avoir peut être héroïques et plus importants. Maintenir ce bonheur est d'origine intellectuelle. Excusez-moi. Selon Aristote, les seuls biens que l'homme peut avoir pour être héroïque est plus important. Maintenir ce bonheur est d'origine intellectuelle. Évidemment, pour trouver la félicité totalité, est nécessaire en des choses matérielles qui servent comme un complément pour le bien intellectuel. Ce livre parle sur les habitudes, amitiés et notamment sur l'équilibre que nous devons savoir pour porter un bon vie. Éthique Nicomaque par Aristote est un livre qui parle sur les choses quotidiennes de la vie en un contexte philosophique, en démontrant que les choses qui nous font jour après jour sont plus importantes que nous avons quand ils sont vus à partir de la perspective correcte. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui je vais parler de l'évangile pour Platon. Platon, né en 428-427 avant Jésus-Christ et mort en 348-347 avant Jésus-Christ à Athènes, est un philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qui les critiquaient vigoureusement. Platon, c'est avec son élève Aristote le plus grand philosophe de la tradition intellectuelle occidentale. L'évangile. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Selon la personne, l'amour a des significations différentes. Dans le célèbre livre de Platon, l'Évangile, des personnages importants tels que Socrate et Aristote auront un banquet dans les maisons de Agathon, avec Aristophane, Apollodore, Pausinas et Eryximach. Là, chacun a répondu à la question de son propre point de vue. Certains ont répondu d'un point de vue général, mais Platon a répondu qu'aimer quelqu'un, c'est aimer son âme, ou plus précisément, c'était aimer le voir perfectionner son âme. Certains philosophes reliront l'évangile dans le paradigme de ce qu'on appelait l'amour platonique. Un amour qui, par définition, exclut la sensualité. Un amour entièrement voué à la culture de l'esprit et à l'affinité des âmes. Et vous avez expérimenté un amour platonique? Et le deuxième livre, c'est le discours de la météo. Et René Descartes. Descartes, c'est la source philosophique de la méthode scientifique moderne et de notre idéal de la science. Descartes était lui-même un véritable scientifique. Il était un des meilleurs mathématiciens de son temps. Il a également élaboré des théories physiques. Descartes y raconte comment il trouve la vraie méthode pour parvenir à la connaissance de toutes les choses dont mon esprit serait capable. Et il s'engageait à en faire bonne use pour cultiver sa raison et progresser dans la vérité. Les discours de la météo.
Les idées essentielles des discours de la méthode sont: la première, c'est l'idée du doute. La deuxième idée essentielle du discours de la méthode, c'est ce qu'on appelle les cogito ergo sum, et qui signifie je pense donc je suis. La troisième idée essentielle, c'est la méthode scientifique. La quatrième idée essentielle, c'est celle de la maîtrise de la nature. La cinquième et dernière idée, c'est ce que Descartes appelait sa morale provisoire. L'important n'est pas d'accumuler les savoirs, mais de mettre en ordre la pensée, ce que Descartes comparait à la digestion. Le dernier livre, c'est Le monde comme volonté et comme représentation par Arthur Schopenhauer. Schopenhauer est un philosophe allemand du XIXe siècle qui aura une grande influence sur les penseurs ultérieurs. Né le 22 février en 1788 à Danzig, Arthur est le fruit du mariage célébré en 1785 entre Johanna Henriette Trossiner, âgée alors de 19 ans, et de Henri Fleury Schopenhauer, âgé de 38 ans. Le monde comme volonté et comme représentation selon Schopenhauer est, le monde est volonté, dans la mesure où toutes les idées sont une manifestation de la volonté. La volonté n'est pas une idée ou une représentation, mais une chose en soi. La volonté est la réalité sous-jacente du monde, dont l'objectif est que tous les phénomènes dépendent d'elle. Et le monde comme volonté, comme représentation, a quatre livres. Le premier livre décrit le monde comme idée. Le monde est vu comme un acteur d'expérience ou sens scientifique, reposant sur les principes de raison suffisante. Le deuxième livre décrit le monde comme volonté commune. Cette dernière se manifeste dans le monde et la réalité. Le troisième livre discute la théorie platonicienne de l'art, valoriser le génie et la musique au centre de sa théorie esthétique. Et le quatrième livre dégage les implications éthiques de l'affirmation ou de la négation de la volonté de vivre. Et ça y est, merci beaucoup et j'espère que vous allez bien. C'est tout. Au revoir. Autre référence importante de la philosophie, c'est Les Princes de Nicolas Machiavel. Machiavel était en italien et le livre Les Princes est principalement sur politique. Il écrit ce livre pour le rendu des Médicis, donc en le siècle 6, pardon, et le livre parle principalement sur conseils pour recevoir les pouvoirs. Et les pouvoirs, c'est l'idée principale de le livre. Les pouvoirs et les princes. Les princes, c'est la personne qui a les pouvoirs. D'accord? Et un prince doit avoir l'art d'observer les circonstances et de les utiliser à son avantage. Machiavel, dans le livre, utilise les exemples des personnages historiques très importants comme Louis II, Alexandre le Grand ou César Borgia, et pour illustrer, pour démontrer que les choses, ce qu'il dit, et pour démontrer la vérité de les choses, ce qu'il dit. Dans le livre, pardon, et l'histoire est dit dans le livre que l'histoire est un guide fondamental pour maîtriser les présents. Il dit qu'un prince doit apprendre de l'histoire et doit être capable
du prend conseil. Et c'est la raison de ce livre, de cet livre. D'accord. L'idée principale du livre est, est que, est que le pragmatisme est la meilleure manière d'exercer le pouvoir. Et après, il dit que l'homme, il considère que l'homme est cynique, cruel, passionné, ambitieux et orgueilleux. Pardon, je ne sais bien comment prononcer ça. Orgueilleux. Pardon. Et il dit aussi qu'en France, que pour un prince, n'est pas important d'être juste moral, mais être capable d'assurer les pouvoirs. Et il dit, bon, il nie dit ça, mais c'est les choses qu'il explique quelques mots, que les résultats est la seule chose qui compte. Ainsi parlait Zarathustre du Nietzsche, et est considéré comme un livre très important, à référence philosophique très important de la culture occidentale. L'idée principale du livre est le concept du surhomme. Le livre est considéré comme un point philosophique obscur, avec des problèmes de traduction, de style poétique et prophétique. Dans les livres, il y a beaucoup d'allusions à la Bible et de métaphores qui invoquaient les animaux, la terre, l'air, les feux, les corps et les plantes, etc. Pour moi, c'est un livre difficile à comprendre. Bon, ce n'est pas un livre difficile à comprendre. Les problèmes, par exemple, que dans les allusions et les métaphores, et il y a beaucoup de significations. Et donc, je n'ai pas compris pas toutes les choses que Nietzsche veut dire dans les livres. C'est le problème pour moi. D'accord. Le livre décrit les développements, pardon, je ne sais comment dire, je ne sais bien comment se prononce, mais développement spirituel de Zarathustre. Zarathustre, Zoroastre, et les prophètes fondateurs du zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion perse. Et, bon, c'est le personnage principal du livre. Le livre est sur l'histoire de Zarathustre. D'accord. Zarathustre aimait la humanité. Alors, il descendait de son montagne pour enseigner la vérité à la gens du surhomme. Finalement, il limitait son enseignement à ses disciples, mais les disciples déformaient ses idées. Alors, il combat ses disciples infidèles, mais aussi les autres idéologies qui attaquent contre ces pensées du surhomme. Bon, enfin, l'idée principale du livre est l'idéal du surhomme, comme je dis. Les surhommes ne s'agit pas d'un individu moral, dominateur et ambitieux, mais d'un individualiste noble, courageux, libre et créateur. Les surhommes est capable de créer ses propres valeurs. Et bon, le surhomme, il est maître et le sculpteur de lui-même. C'est l'idée que Nietzsche exprimait dans le livre. Les principales idées que Nietzsche exprimait dans le livre. Lettre menacée d'Épicure. La lettre menacée est un petit livre qui est l'ouvrage de référence de l'épicurisme. Sur le fond, la lettre menacée résume la doctrine éthique d'Épicure, le fondateur de l'épicurisme. La première idée de l'épicurisme est le bonheur, passe par le plaisir. Épicure justifie la recherche du plaisir comme la finalité naturelle de la vie, car les animaux, comme les hommes, recherchent naturellement le plaisir et fuient la douleur. Mais Épicure défend plus précisément la frugalité. En premier lieu, il faut limiter la quantité du plaisir, miser sur la qualité et l'intensité. En second lieu, il faut étendre les désirs artificiels
comme la quête de la richesse ou des honneurs. Et puis, parmi les désirs naturels, il faut entendre ceux qui, comme le désir sexuel, les satisfactions esthétiques, ne sont nécessaires ni à la survie ni au bonheur. Épicure préconise en réalité de calculer les plaisirs afin d'obtenir la jouissance modérée et stable, qui rend possible une vie sage et heureuse. La seconde idée importante de la lettre menacée est que la philosophie, c'est la médecine de l'âme. Épicure recommande d'appliquer ce qu'on appelle les quadruples remèdes d'Épicurien ou tétrapharmakos. Le premier remède n'est pas craindre les dieux. Deuxième remède n'est pas craindre la mort. Troisième remède, viser les veneurs. Quatrième remède, supporter la douleur. L'objectif est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme qui n'est troublée ni par la crainte ni par le désir. Selon Épicure, c'est dans l'absence de troubles qui résident les vrais plaisirs. Manuel d'Épictète. Le livre fait un résumé des cures d'Épictète, un esclave qui vivait dans l'Empire romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Son maître l'a autorisé à suivre les leçons d'un philosophie stoïcien, donc il est devenu philosophe professionnel une fois qu'il a été affranchi. Le manuel d'Épictète est probablement le texte stoïcien qui a été le plus influent dans la culture occidentale. Ces idées sont notamment passées dans le christianisme, plus précisément dans la spiritualité et la tradition monastique chrétienne. Sur le fond, son manuel développe et illustre des grands principes de la morale stoïcienne. Le livre commence avec la formule culte du détachement. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui ne dépendent pas. L'idée est que nous avons intérêt à concentrer nos ressources, notre volonté, nos pensées, notre énergie et nos actes sur ce qui est en notre pouvoir. L'objectif de cet état d'esprit, c'est que le bonheur de l'homme dépend aussi peu que possible des causes extérieures. Épictète fait d'autres recommandations, moins typiquement stoïciennes. Par exemple, s'exprimer avec parcimonie en évitant la vulgarité et en ménageant les sentiments des interlocuteurs, ou encore limiter les soins du corps à la plus stricte utilité. Cette discipline montre bien que pour Épictète, la philosophie n'est pas une science, une discipline intellectuelle, mais un mode de vie encadré par des principes de sagesse. Somme théologique de Thomas d'Aquin. La Somme théologique est l'ouvrage de référence de la philosophie dite scolastique. L'auteur Thomas d'Aquin est un religieux italien du IIIe siècle qui a également étudié à Paris. La première chose intéressante de la Somme théologique, c'est que la réflexion de la Somme théologique témoigne de l'effort intellectuel de l'époque pour combiner la Bible et les pensées d'Aristote, et plus généralement la théologie et la philosophie. D'ailleurs, l'idée centrale du livre est qu'il faut combiner la foi et la raison. Pour donner du crédit à son propos, Thomas d'Aquin s'appuie sur affirmations et des pauvres tirés de la Bible, mais aussi des textes juifs, païens, grecs et même islamiques. La seconde chose intéressante dans la Somme théologique, c'est la réflexion de Thomas d'Aquin sur les pauvres d'existence de Dieu. À ses yeux, les pauvres de nature subjective ou psychologique n'y valent rien. Il distingue, lui, 5 manières différentes de prendre conscience de l'existence de Dieu par la raison. Il existe un moteur immobile de l'univers. Les deuxièmes pauvres, il existe également une cause première. Troisième pauvre, il existe forcément une entité
nécessaire en elle-même. Quatrième, il existe forcément un être absolument parfait. Et la cinquième, l'ordre du monde présuppose une intelligence ordonnatrice. La somme théologique est une référence fondamentale de la pensée chrétienne. Salut, je m'appelle Moïse et je vais parler de l'essai de Michel Montaigne et de le discours de l'origine de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau. L'essai de Montaigne. Ils représentent une rupture culturelle en raison de leur prétention à l'universalité. Le temps de Montaigne est très réfléchi, mais en même temps avec la possibilité pour chaque lecteur de trouver sa propre voie. Le style du texte est direct, vivant, humoristique et parfois payant et grossier. Est divisé en 3 livres. Une recompilation du texte cœur dans lequel on répond à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme? Montaigne parle du comportement humain et présentant diverses idées qui ont fait de lui le plus grand écrivain et philosophe de l'ère de la Renaissance, grâce à sa perspective intellectuelle, très caractéristique de l'humanisme. Dans cet ouvrage, il cite d'autres philosophes importants, mais sans porter atteinte à son propre jugement. L'une des principales phrases de ce travail est la suivante. Qui se connaît, connaît aussi les autres, car chacun porte la forme entière de l'humaine condition. Sur le fond, il y a un élément important pour votre culture générale. Le premier est la suivante. La barbarie est une illusion. Le mot barbarie possède une connotation péjorative qui dénote à la sauvagerie et la cruauté. Il sert à qualifier les peuples qui n'appartiennent pas à une culture donnée ou cela présuppose que cette culture pense sur la posséder de mœurs parfaites et morales. Montaigne donne un exemple la prise de conscience des rois Pyrrhus et Philippe, respectivement rois de Perse et de Macédoine. Ils ont pris conscience face à la sophistication militaire romaine que tout ce qui n'est pas grec n'est pas forcément barbare. Le deuxième élément important est le suivant. La vérité est une illusion. Si Montaigne s'inscrit dans la transcription sceptique de l'Antiquité, dont il fait d'ailleurs un exposé assez fidèle, il propose un scepticisme moderne dans les essais, refusant les dogmes et les théories. Il voit la même vanité chez les hommes de science les plus réputés et chez les faiseurs de miracles. Il condamne toutes les sciences fondées sur des principes fixes. À ses yeux, de tels principes percevant bien davantage le prestige des savoirs des professions que la recherche de la vérité. Pour se rapprocher de la vérité, il faut apprendre à penser contre soi-même, c'est-à-dire pratiquer ce qu'on appelle l'alternance du jugement. Les discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, de Jean-Jacques Rousseau. Cette référence est importante parce qu'elle est la plus célèbre et la plus éloquente critique de la civilisation moderne. Elle est aussi un peu la matrice de la philosophie de Rousseau, car elle y présente sa perspective globale, il affirme ses principales idées et il y démontre l'originalité des savoirs. Rousseau écrit ce discours pour répondre à la question du concours de l'Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes? Et si elle est autorisée par la loi naturelle. Le discours sur l'origine de l'inégalité est divisé en parties. La première sur l'homme à l'état de nature et la seconde sur le passage de l'état de nature à l'état social de l'époque. Ce discours a été écrit d'une manière exceptionnelle. Rousseau est connu comme l'un des principaux stylistes de la langue française. La prose, l'une de ses ressorts les plus précieuses, est utilisée de manière impeccable. De ce fait, beaucoup en sont venus à penser que son éloquence et sa technique étaient supérieures à l'originalité de ses idées. Au sein de ce texte, 3 idées sont particulièrement importantes. Le premier est le suivant, l'état de nature. Rousseau conçoit dans le discours sur l'originalité un état de nature, c'est-à-dire un état pré-social, dépourvu d'inégalité. Cette conception lui permet de démontrer que les inégalités créantes de son époque ne sont pas naturelles, qu'elles sont le produit de la seule société. La deuxième idée importante est la suivante, la perfectibilité. Alors que la tradition philosophique caractérisait l'être humain par l'aptitude au discours rationnel, Rousseau avance dans le discours sur l'inégalité que la spécificité de l'homme est sa capacité à évoluer. Contrairement à l'animal, l'homme est ouvert et disponible au changement. Même malgré ce que suggère l'étymologie, la perfectibilité n'est pas un bien, car elle soit l'homme de sa vertu de l'état de nature et elle les précipite dans les malheurs de la vie sociale. Plus profondément, la perfectibilité est la condition de possibilité de l'histoire elle-même, puisque si l'homme ne change pas alors,
il n'a pas d'histoire. Pour Rousseau, l'être humain notamment évolué en développant la capacité de vivre en société. Et de cette nouvelle capacité ont découlé des inventions de l'agriculture, la métallurgie et la propriété, la division du travail, l'émergence de l'État. Dans cet échelon, c'est la propriété privée, estime Rousseau, qui a véritablement fondé la société civile. La troisième et dernière idée importante est la suivante. Concerne l'évolution psychologique de l'homme dans le passage de l'état de nature à l'état social. À l'état de nature, l'homme est animé par ce que Rousseau appelle l'amour de soi, l'instinct animal de conservation, mais la perfectibilité entraîne de la dégradation de l'amour de soi. Les désirs de surrejetion au besoin et les paraître de substitut à l'être enseigne ce que Rousseau appelle l'amour propre. L'individu n'est plus indépendant comme dans son état sauvage. Il est désormais sensible au regard des autres, ce qui corrompt sa psychologie et son comportement. Obsédé par la hiérarchie sociale, il abandonne la simplicité naturelle. Il oublie l'essentiel et se préoccupe de tous les sacrifices qui naissaient dans la vie sociale. Merci beaucoup. Je suis Mike, hier et je vais parler sur Léviathan, 1650 ans. Un livre avec nom dans des mondes bibliques, écrit par Thomas Hobbes. Dans ce livre, on peut comprendre les concepts de l'État, les pouvoirs, l'institution et leur instabilité. Donc, ce livre est divisé en 4 parties. La première partie de l'homme, le deuxième, l'homme chrétien, le troisième, l'État chrétien et le quatrième, la ruine des ténèbres. On va faire plus attention à la première partie. Donc, on trouve la théorie du contrat social. C'est une théorie morale et de la politique moderne. Il exprime la volonté des hommes de s'associer et de conclure entre eux un contrat. Et aussi exprime la création de l'État comme un phénomène volontaire. On va faire attention à ces phrases. Un phénomène volontaire avec un propos. Quel propos? La paix publique. Hobbes présente le mythe de la souveraineté, qui aujourd'hui est largement utilisé pour les droits internationaux et est présenté avec une approche pluraliste. L'homme pas en tant qu'un individu, mais qu'un collectif. C'est-à-dire, parce que tous ces concepts ont été présentés sur une vision pessimiste de la nature humaine. Une citation, une guerre de tout contre tout. La conclusion est l'homme crée l'État comme souverain absolu, la solution qui préserve la civilisation de la violence originale. Donc, les premiers objectifs ici, c'est la paix publique. Maintenant, je vais vous parler sur les critiques de la raison, 1070-80 ans, écrit pour Kant. Ce livre représente une rupture de la pensée, parce qu'après sa publication, les penseurs ne peuvent plus négliger le rôle de l'esprit dans la structuration de l'expérience. Mais quel est le but du livre? Le but du livre est examiner les limites de la raison. Il présente un concept de la raison pure, où la connaissance est indépendante des sens. Donc, Kant a mis 15 sens à l'écrit et est reconnu comme un livre très compliqué, avec Kant élaboré une terminologie très compliquée. Il a présenté 3 idées. La première idée, c'est le sujet pensant, c'est-à-dire le centre de la connaissance. Kant recentre la connaissance sur le sujet pensant. La deuxième idée, la pensée ordonne le réel. Il a posé des questions. Que pouvons-nous savoir? Le monde extérieur est-il réellement comme nous le pensons et comme nous le voyons? La troisième partie, la métaphysique traditionnelle est vaine. Il est impossible de dépasser l'espérance par l'intelligence pour découvrir l'essence des choses. C'est-à-dire qu'il présente la métaphysique comme une essai vain de l'humanité. La métaphysique ne peut représenter une vraie science qu'elle doit laisser place à la croyance. Merci bien pour votre attention. La phénoménologie de l'esprit, l'œuvre maîtresse de Hegel, une introduction à sa pensée, ce livre est devenu une des œuvres majeures de la culture occidentale.
le système philosophique qu'il expose a eu une énorme influence. Sur le plan purement intellectuel, les historiens de la philosophie considèrent que la phénoménologie de l'esprit de Hegel représente les points culminants du courant du XIXe siècle, qu'on appelle l'idéalisme allemand. Ce courant se nomme idéalisme parce que son idée centrale est la conviction que c'est notre période qui crée notre expérience de la réalité. C'est la critique de la raison pure de Kant qui est la base fondamentale de l'idéalisme allemand. Maintenant, que retenir de la phénoménologie de l'esprit de Hegel? Deux idées sont importantes pour notre culture générale. La première idée importante est la dialectique hegelienne. Hegel donnait à la dialectique, c'est-à-dire à l'enchaînement logique des choses, qui consiste en les positions, puis le déposement des contrées. Hegel donnait à cet enchaînement une ampleur inédite. Il affirme tout d'abord que la dialectique est le mouvement même de la pensée, la propriété fondamentale du processus intellectuel, celle qui, dans sa pertinence et sa cohérence à toute réflexion. Il avance ensuite que la dialectique s'est déployée en fait dans la réalité entière. Les événements se nièrent les uns et les autres, avant de se réconcilier autour d'une opposition ultime qui les intégrait et en les déposant. La seconde idée importante de la phénoménologie de l'esprit est la dialectique du maître et de l'éclair. Hegel part du principe que les besoins de reconnaissance est fondamental chez l'être humain. Ainsi, lorsque deux individus se rencontrent, leurs consciences s'affrontent dans une lutte prestige chacun, cherche à ce que l'autre reconnaissance, ce que l'autre admette sa valeur à reconnaître à la contester. C'est ensuite une lutte à mort pour la reconnaissance dans les vainqueurs et les maîtres et les vainqueurs l'éclair. La logique de cet affrontement est le motif de la histoire parce que les faits contraints les vaincus prévaillent, c'est-à-dire à transformer la nature. Sur le fond, le fil conducteur du manifeste du Parti communiste est l'idée qu'à chaque époque, les modes de production et d'échange déterminant l'acteur politique et intellectuel et que donc toute l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes. Cette vision de l'histoire est ce qu'on appelle le matérialisme historique. On utilise le terme matérialisme parce que Marx part du principe que ce sont les situations réellement vécues par les hommes et non par des abstractions qui déterminent les événements de l'histoire. Marx et Engels expliquent dans les manifestes du Parti communiste que la société a déjà connu une succession de modes de production et de propriété. Le mode tribal qui impliquait la propriété communautaire, les modes antiques liés à la propriété collective, le mode féodal où la propriété est liée à la hiérarchie des ouvriers dans les campagnes et corporatives en ville, le mode bourgeois caractérisé par la propriété mobilière et les salariés, et à chaque mode correspond un couple oppresseur-opprimé, les hommes libres et les esclaves, les patriciens et les plébéiens, les barons et les serfs, les maîtres, les jurins et les compagnons, les bourgeois et les prolétaires. Mais pour Marx, l'évolution économique est arrivée à un stade singulier qui est la veille de la fin de l'histoire. La classe dominée, les prolétaires, a désormais l'opportunité de se libérer de la classe dominante, le capitaliste, par une révolution.
et de libérer du corps toute la société de toute oppression. Les manifestés du Parti communiste précisent les programmes de la révolution prolétarienne. Elle accouchera d'une brève dictature du prolétariat perpétrant la pollution de la propriété privée et des classes sociales. Marx imagine que ces deux mesures rendront possible d'édifier le socialisme, après quoi l'État, l'ancien instrument de domination, devenu obsolète, se dissoudra pour laisser place à la société du communisme intégral. Cette nouvelle sociale donnera naissance à un homme noble, à la fois travailleur et altruiste. Génial. L'existentialisme est un humanisme est forcément plus facile à livrer qu'un vrai livre de théorie philosophique, puisque c'est une conférence prononcée en dehors. Le style est clair, il a une élégance littéraire et on retrouve son fameux sens de la formule, qui est pour beaucoup dans le succès de la conférence. Sur le fond, l'objectif de la conférence était de répondre aux critiques adressées à l'époque à l'existentialisme. Considéré par bien de gens dans le contexte de l'après-guerre comme un parfait anti-humanisme, Jean-Paul Sartre veut convaincre du contraire. L'existentialisme n'est pas une philosophie de l'égoïsme, c'est en réalité un humanisme, c'est-à-dire une philosophie qui considère que l'homme et les affaires humaines sont ce qui a le plus de valeur et ce qu'il y a de plus noble. L'idée essentielle de l'existentialisme est un humanisme et la radicalité de la liberté humaine. Le nom de la doctrine, l'existentialisme, c'est mot opposé l'existence et l'essence. Comme je vous l'ai dit, Sartre affirme que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'aucune fonction ni aucun destin ne sont fixes pour l'individu, ni ne déterminant sa vie à l'avance. L'homme existe d'abord, expliquait Sartre, se rencontre surgit dans le monde, et il se définit d'après. En particulier, l'homme ne peut pas se rencontrer ni à une nature humaine qui le déterminerait et l'insérerait, ni à Dieu qui n'existe pas. Par conséquent, il est radical le monde libre. Cela impliquait qu'il se définit lui-même, en agissant qu'il s'est inventé lui-même. L'homme est le projet pour ses actes, qu'il choisit pour lui-même. Sartre répond plus précisément à l'accusation d'égoïsme en ajoutant que la définition que l'homme choisit pour lui-même influence la manière dont tous les autres hommes se définissent. L'individu doit donc aussi assumer une part de la responsabilité collective, autant dont qu'il contribue forcément par son influence au monde et à la société. Pensée de Pascal. C'est une référence philosophique importante à une des ouvrages les plus éloquents en langue française. Avec une méditation profonde sur les mystères de la vie humaine. Les pensées, c'est une compilation de références et de notes de lecture. C'est aussi une pratique de spiritualité, une existence mondaine où il cherchait la gloire. Il a déterminé une apologie de la religion chrétienne, où il souligne les limites de la pensée humaine plutôt que la raison. Il a dit que le cœur a ses raisons que les raisons ne connaissent pas. L'œuvre et les pensées, il se trouve présidé. Le premier, le divertissement, est une dimension fondamentale de l'existence humaine, comme parler, jouer, lire, etc. Car avec soi-même, c'est ce qui nous nuit
insupportable. Le deuxième, les paris de Pascal. Il parie que concerne l'existence du Dieu. Il dit un homme rationnel a intérêt à croire en Dieu, car s'il a raison, il gagne le paradis, alors qu'en le nie, il risque de le faire s'il a tort. Le troisième, la distinction entre l'esprit de la géométrie, c'est-à-dire découvrir les propriétés des choses par le raisonnement, et l'homme du monde, voit les choses spontanément, sans raisonnement, mais par intuition. L'éthique de Baruch Spinoza. C'est une œuvre très très importante du temps moderne. Comme le même nombre, l'éthique, il s'agit sur la conduite idéale du nombre. Il procède à une critique impitoyable des conceptions de Dieu, de l'humanité et de l'univers, principalement sur les règles morales et cérémoniales de la religion. Le message d'éthique, c'est la nature éthique. Il est la cohérence entre la vision et leur comportement idéal et la réalité. Deux idées se détachent. Le premier, l'équivalence entre Dieu et la nature. Il a dit qu'il n'y a qu'une seule substance infinie et unique dans la réalité, Dieu et la nature. Il souligne que la religion menait à la ruine. Il a été excommunié par la religion catholique à trouver très problème avec ses critiques. La deuxième idée, l'éconatus. L'éconatus, chaque chose qui existe est animée par une force qui rend tout possible. C'est-à-dire, et ces forces l'éconatus. Il est Dieu que le désir et la science de l'homme. Il doit utiliser sa raison, ne pas devenir une esclave du conatus. Et il conclut que le bien est dans la vie de la raison, pas d'une vie sous l'emprise de la passion, ni dans la torche de la superstition de la religion.